Redevabilité des membres du gouvernement face à la presse. Nous sommes habitués à recevoir sur ce plateau quelques membres du gouvernement, du moins tous les membres du gouvernement, pour faire le point des activités au niveau des différents secteurs qui relèvent de leurs prérogatives. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le plaisir de recevoir le ministre Cheibin Okende, ministre des Transports et Voies de Communication et des Enclavements, qui vient s'exercer à cet exercice, si vous me permettez la tautologie, de répondre aux questions de la presse pour faire voir à la population ce qu'il a fait comme effort dans son secteur et ce qu'il compte faire dans les jours à venir. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, c'est un plaisir partagé de pouvoir vous rencontrer encore ce jour dans ce cadre de la redevabilité. Mettez-vous. Merci. Comment vous allez? Eh bien, très bien, très bien. Ça fait une année depuis que vous êtes à la tête du ministère des Transports et Voies de Communication et des Enclavements. Dans le cadre de cette émission, c'est beaucoup plus les membres du gouvernement qui parlent et peu de la parole du côté des journalistes. Comment vous aviez trouvé ce méga ministère qui s'occupe des transports, voies de communication et des enclavements? Eh bien, à l'image du pays, le ministère des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements n'est pas resté en laisse. Il y a un état de lieu que j'ai pu faire qui a démontré que le secteur de transport, voies de communication et des désenclavements était dans un état de délabrement très avancé, sans outils de travail. Les infrastructures elles-mêmes étaient déjà dégradées depuis plusieurs décennies. Donc, il faut faire face à cela pour essayer de redonner une impulsion nouvelle. Et le sens même de la redevabilité veut dire qu'avec le secteur de transport, voies de communication, nous devons redevenir cette épine dorsale de l'économie de notre pays pour faire en sorte que notre rêve de développement de la République démocratique du Congo se transforme en réalité. Et c'est possible. C'est possible parce que ces états des lieux, nonobstant l'ampleur de difficultés, a pu me démontrer que ces difficultés n'étaient pas insurmontables. Et vous êtes satisfait des efforts jusque-là fournis pour que vous puissiez sortir de ce trou béat dans lequel se trouvait ce ministère? Bon, je ne ferai pas cette autosatisfaction béate. Il y a du travail à faire, la détermination y est, et j'espère bien que le résultat sera au rendez-vous. Depuis votre accession à la tête de ce ministère, vous aviez lancé un certain nombre de projets, notamment le port en eau profonde de Banana. Nous étions avec vous quand le président a procédé à la pose de la première pierre, notamment le Trans Academia, nouveau permis de conduire, chemin de fer régional, modernisation des aéroports et surtout la création de Air Congo à la place de Congo Airways. Pourquoi ? Je voudrais bien que nous soyons méthodiques, qu'il n'y ait pas du tout de questions éludées. Commençons par le port en eau profonde de Banana. Je vous en prie. C'est un enjeu extrêmement important et là, je dois féliciter et remercier le président de la République qui a vu juste. Enjeu de notre souveraineté, enjeu aussi pour le développement de notre économie. Je ne voudrais pas ici attirer votre attention sur un fait que très souvent les Congolais prennent pour une banalité, mais qui est d'une importance capitale. Ce pays avait refusé la balkanisation politique, mais nous devons faire très attention pour que nous ne soyons balkanisés du point de vue économique. Donc, le port en eau profonde de Banana est un enjeu capital pour la cohésion nationale et aussi sustenter le développement économique de notre pays. Qu'en est-il au juste? Avec une convention qui nous lie à DP World, qui est une société bien qualifiée des Émirats arabes unis dans le domaine portuaire. Il y a cette convention qui nous permettra de construire le port en eau profonde de Banana. Il a plu donc au président de la République de jeter la première pierre, de poser la première pierre. Maintenant, nous sommes en train de mettre en œuvre dans tout l'écosystème qui devra nous permettre de réaliser ce rêve de l'expansion économique de notre pays. Vous devez vous rendre compte qu'il y aura même une zone logistique qui pourra nous permettre aussi de donner un plus
une plus-value à des produits congolais avant leur exportation. C'est donc un projet très ambitieux. Nous sommes en train de nous mettre à l'ouvrage. Il y aura des déplacements de quartiers tout entiers et il faut également le faire dans le respect des droits des uns et des autres. Donc, rassurez-vous que ce projet est en train d'évoluer. Vous avez également évoqué... Vous allez peut-être évoquer ça, Excellence. Permettez-moi de rester d'abord au niveau de ce projet. Il y a certaines voix qui s'élèvent pour dire que ce projet, après la pose de la première pierre, les projets marchent à pas de tortue. Bon, à pas de tortue, c'est l'appréciation d'un chacun. Je suis, moi, redevable. Je suis ici en train de donner l'évolution de ce projet. Je rassure les Congolais que nous sommes à pied d'œuvre pour que nous puissions matérialiser ce rêve qui est un rêve congolais. Il y a aussi un autre projet, hein, depuis le lancement par le président de la République à l'esplanade du Palais du Peuple, c'est bien Trans Academia, qui lui aussi marche à pas de tortue depuis le lancement. Pourquoi? Eh bien, très souvent aussi, quand il faut mettre en œuvre des projets si ambitieux, il faut éviter la précipitation inconsidérée. Trans Academia relève d'une promesse du président de la République qui prend les étudiants en considération en tant que la relève de ce pays. Si hier, nous, lorsque nous étions étudiants, nous nous estimions être une génération sacrifiée, aujourd'hui, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il dit que cette génération ne doit pas être sacrifiée, nous ne devons pas nous comporter de la même manière. Voilà pourquoi il a lancé cette idée de constituer un établissement public dédié à la communauté estudiantine qui pourra faciliter le transport aux étudiants. Après la signature récemment du décret portant création des Trans Academia, nous sommes en train, comme je l'ai dit, on doit éviter une précipitation inconsidérée qui très souvent nous fait accoucher de monstres ou enfin de nains qui n'évoluent pas. Donc nous devons y mettre toute la méticulosité pour que le projet Trans Academia ne soit pas un avorton. Et je rassure d'ailleurs la communauté estudiantine que ce projet doit se réaliser. Il n'y a pas de raison du tout pour que ce projet ne se réalise pas. Mais quand Très progressivement. Parce qu'au fait, aujourd'hui, je peux vous rassurer que nous avons un lot de 100 bus qui sont disponibles, mais du point de vue du président de la République que nous partageons au niveau du gouvernement, ce projet ne doit pas être réduit aux seuls étudiants de Kinshasa et encore moins aux seuls étudiants des institutions d'enseignement supérieur et universitaire publiques. Le président est le père de tous, donc il faut élargir, étendre le projet sur toute l'étendue de la République. Même les privés? Pardon? Même les privés? Eh bien, on va apprécier. Donc, c'est pour cela que je vous dis, la question n'est pas aussi simple qu'elle paraît être, mais il faut adresser toutes ces questions-là de mise en œuvre de ce projet. Je rassure encore une fois la communauté estudiantine que ce projet est bien en marche. Nous devons éviter des improvisations pour faire méticuleusement les choses. Le temps de Thomson est fini. Aujourd'hui, c'est Trans Academia pour que l'étudiant soit transporté en toute dignité. Est-ce que vous aviez pris les dispositions pour que tout le monde n'ait pas accès à ce bus destiné à la communauté étudiante? Bien entendu, c'est pour cela que je vous dis, nous ne devons pas prendre les choses à la légère. Nous devons être très méticuleux pour peaufiner la mise en œuvre de ce projet, savoir qui est étudiant réellement, comment l'étudiant qui est régulier devra être reconnu. Il faut mettre en place même les cartes d'étudiants avec puce pour identifier l'étudiant et identifier aussi l'institution d'enseignement supérieur et universitaire dont il relève. Et ça nous permettra de pouvoir mieux évoluer dans ce dossier. Donc je voudrais qu'on ne crée pas une surenchère pour rien. Nous sommes très méticuleux, nous sommes en train de vouloir faire en sorte que ce transport dédié à la communauté estudiantine puisse remplir cette fonction assignée par le chef de l'État. Apparemment, c'est comme si on est encore au niveau des études de faisabilité. Est-ce que ces étudiants auront accès à ces bus avant la fin de cette année académique? Bien entendu, certainement. Le souhait du ministre des Transports, voie de communication de désenclavement, avec son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire, était que ce service soit disponible lors de la rentrée académique.
mais à l'impossible, nul n'est tenu. Nous ne pouvons pas escamoter le paramètre temps et surtout l'organisation de ce service. Voilà des contraintes que nous avons, mais ces contraintes-là seront très bien relevées et j'espère bien dans des meilleurs délais. Monsieur le ministre, j'espère que les téléspectateurs ont constaté au même moment que moi que vous avez des très bons projets. Depuis que vous êtes arrivé à la tête de ce ministère, nous avions parlé du port, du port en eau profonde des Bananas, des Trans-Academia. Il y a aussi un autre projet que vous avez initié, le permis biométrique. Les derniers permis, excusez-moi de vous rappeler, délivrés par vos prédécesseurs, datent des 2021. Aujourd'hui, nous sommes à 2022, mais les gens qui circulent aujourd'hui à bord de leur véhicule n'ont pas de permis, mais c'est inconcevable. Vous me permettrez de rectifier un peu, Je vous en prie. Blaise Bokokia. Je vous en prie. D'abord, ce n'est pas un dossier initié par Chérubin Okende, honnêteté intellectuelle oblige. C'est depuis 2017 qu'on ne produit plus de nouveaux permis de conduire dans ce pays. 2017. Donc ça fait, si je m'abuse, 5 à 6 ans. 4 ans. 4 ans. Oui. Eh bien, non, ça doit être environ 5 ans. Oui. Eh bien, nous n'avons plus de permis de conduire. Et c'est depuis cette époque que le gouvernement de la République avait trouvé qu'il fallait produire un permis de conduire aux standards internationaux, c'est-à-dire un permis de conduire biométrique avec puce. J'ai trouvé le dossier qui avait évolué déjà jusqu'au niveau de la préqualification parce qu'il y avait un appel d'offres international. Et en poursuivant le dossier, aujourd'hui, je peux rassurer les téléspectateurs, devoir de redevabilité oblige, qu'au niveau du ministère du Transport, Voies de Communication, le dossier est bouclé. Nous attendons juste des derniers réglages au niveau de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, tel que l'exige la procédure. En plus, nous avons une autre donne, parce que vous savez, le permis de conduire procède aussi de l'identification de nos compatriotes, de nous tous en fait. Il y a nécessité aujourd'hui que nous puissions mutualiser les efforts avec d'autres services de la République qui procèdent de l'identification. Cet exercice est en train d'être déployé. Qu'il plaise à Dieu donc que nous n'ayons plus d'autres délais superfétatoires parce que d'autant plus qu'aujourd'hui, même le chauffeur, le conducteur du véhicule du ministre des Transports, Voies de Communication et de désenclavement n'a pas un permis régulier. Cela peut s'étendre aussi au niveau de la très haute hiérarchie du pays, de tous les membres du gouvernement. Donc il y a lieu que nous fassions meilleure diligence pour résoudre cette problématique du permis de conduire dans notre pays. Monsieur le ministre, dans vos prérogatives, vous gérez aussi la régie des voies aériennes. Du moins, vous avez un droit de regard. Mais au niveau de cette régie, il y a ce fameux programme, ce vaste programme qu'on appelle modernisation des installations aéroportuaires en République démocratique du Congo. Depuis votre arrivée, est-ce qu'il y a des efforts qui ont été faits dans ce secteur? C'est un secteur que j'ai trouvé, le secteur aérien, dans un état désastreux. Souvenez-vous que notre pays est encore dans la fameuse liste noire de l'Union européenne. Nous ne respectons pas les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale et j'ai reçu à cet effet des instructions claires du président de la République. Je dois donc tout faire pour que l'exploitation aérienne en République démocratique du Congo soit normalisée. Des efforts sont en train d'être déployés. Déjà, cette année, nous aurons un audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale. J'ai déjà donné des orientations pertinentes tant au niveau de l'autorité de l'aviation civile qu'au niveau de la RVA. Et je suis en train de suivre cela avec beaucoup plus de rigueur pour que demain, nous ne soyons pas surpris. Donc, vous devez retenir que dans le secteur aérien, nous avons beaucoup de problèmes. D'installations aéroportuaires, nous avons environ 270 aéroports, aérodromes et pistes d'atterrissage. Mais alors, tous les 270, je suis triste de vous apprendre que ne répondent pas aux normes telles que cela est édicté, telles qu'elles sont édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il faut s'y faire.
Le cas particulier de la régie de voies aériennes doit vous suggérer ici, devoir de redevabilité oblige, la problématique de l'IDF, du GoPass. C'est depuis 2009 qu'il y a cette redevance. Elle était instituée pour la modernisation de nos aéroports et aussi pourvoir à la carence des aides à la navigation. Ben, ma foi, aujourd'hui, lorsque j'ai fait l'évaluation, je suis triste de vous informer que la destination de l'IDF laisse à désirer. Mais pour cela, pour corriger, je suis en train de m'employer d'encadrer un peu le régime de cette redevance qui peut nous aider à résoudre ce problème extrêmement délicat de la modernisation de nos aéroports. Mais en plus de cela, dans mon plan stratégique de désenclavement de la République démocratique du Congo, sous le volet transport aérien, il y a déjà une cartographie des aéroports stratégiques qu'il faut absolument moderniser pour prétendre au désenclavement, parce que vous savez, la voie aérienne est aujourd'hui mieux disposée à nous permettre de régler ce problème-là de désenclavement de notre territoire, mais il faut y mettre de moyens. Et nous n'allons pas simplement nous limiter au niveau des infrastructures. Il y a aussi l'offre en aéronef, en service aérien, qui fait défaut. Toujours dans ce secteur, l'état des lieux a pu me permettre d'établir que sur le plan international, nous avons un portefeuille de droits de trafic de plus de 52 accords aériens. Mais rendez-vous compte, la débâcle, c'est que de tous ces droits de trafic, de tous ces accords aériens, nous n'exploitons aucun. Pourquoi? Par manque de compagnies aériennes viables répondant aux normes. Et cela doit nous interpeller tous parce que, au fait, lorsque nous voyons toutes ces compagnies aériennes étrangères venir en République démocratique du Congo, ce n'est pas pour les beaux yeux des Congolais, mais c'est pour prendre notre trafic. Donc, quelque part, nous devons être organisés pour que nous aussi nous rentrions de manière majestueuse dans le concert des nations en ce qui concerne le transport aérien. Monsieur le ministre, vous tendez vers cette question de la création de Congo, de Air Congo, mais revenons d'abord au niveau de RVA. Où passe l'argent des GoPass? Vous avez parlé que la taxe a été instaurée depuis 2009. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Je sais que vous n'aviez pas géré le passif de ce GoPass, mais au moins l'actif depuis une année. Est-ce qu'il y a des efforts considérables qui ont été faits depuis que vous êtes là? Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyageons, quand nous regardons l'état dans lequel se trouvent nos aéroports, nos installations aéroportuaires, il y a de quoi s'inquiéter. Je vais être très direct et très sincère vis-à-vis du peuple congolais. Devoir de redevabilité oblige, comme je l'ai dit auparavant. Dans le secteur de transport, d'une manière générale, il y a des sérieux problèmes avec des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, qui aujourd'hui, quiconque de raisonnable devra établir que cette transformation aura été un échec patent et au lieu de servir les entreprises du portefeuille de l'État, les a beaucoup desservies. Si bien que c'est mal qu'aujourd'hui, je suis un peu perplexe de vous dire, bon, le ministère sectoriel, qui est le ministère de Transport et Voies de Communication, quelle marge d'autorité ce ministère a pour donner une ligne de conduite à ces sociétés commerciales aujourd'hui, et si et seulement si ces sociétés respectent les dispositions pertinentes relatives à la gestion des sociétés commerciales. Ça pose une difficulté parce que d'entrée de jeu, lorsque j'avais régenté les audits dans ce secteur-là, donc des sociétés commerciales, j'ai buté cette difficulté d'accessibilité à des données qui pourraient me permettre aujourd'hui de vous donner une réponse précise concernant notamment la gestion de l'IDF. Mais en tant que ministre sectoriel, aujourd'hui, je suis en train d'arrêter de mécanismes d'encadrement de l'IDF pour que cette redevance puisse être orientée dans la modernisation de nos aéroports parce que nous en avons énormément besoin.
Je me réserve ici de vous donner l'état, le diagnostic précis de tous ces aéroports qui parsèment notre territoire national. Merci, Monsieur le ministre. Que reprochez-vous à Congo Airways pour que le gouvernement arrive aujourd'hui à la création de Air Congo? Non, parler de reproche, peut-être, ça serait une mauvaise approche. Je ne reproche rien. Au contraire, je suis ministre sectoriel, je soutiens Congo Airways. Mais il faut quand même avouer que Congo Airways traverse des moments extrêmement difficiles. Il faut sincèrement au sein de Congo Airways pour que sa gestion soit une gestion orthodoxe, et que les charges qui dépassent au loin les ressources soient équilibrées. Donc, ce n'est pas question d'être contre Congo Airways. D'ailleurs, s'il y a un ministre qui soutient Congo Airways, s'il y a un ministre qui actionne même le Trésor public pour soutenir Congo Airways, c'est le ministre des Transports, voies de communication et des désenclavements. Donc, on a tendance à déplacer le débat. Le débat ici, par rapport à Congo Airways face à Air Congo, n'est pas un débat de conflictualité. C'est déplacer l'approche de choses. C'est un débat de complémentarité? Enfin, un enjeu de complémentarité. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux sociétés, oui, en fait, les deux sociétés seront opérationnelles. Vous savez, je vous apprécie beaucoup parce que vous avez cette perspicacité de pouvoir lire les signes de temps et les véritables enjeux. Il n'y a aucun texte, et alors aucun, qui, face aux ambitions de grandeur d'un État, interdit qu'on puisse avoir deux compagnies aériennes. C'est question de stratégie. Aujourd'hui, la stratégie inspirée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est que nous puissions avoir un véhicule qui pourra nous permettre de relever tous ces défis qui se présentent à nous. Et en plus, ce véhicule devra aussi servir de soutien à tout ce que nous avons comme écosystème dans l'aviation pour nous permettre de sortir de nos précarités. Ce n'est que cela. Donc tout ce qui est ergote, comme pour présenter Air Congo comme étant un outil qui viendra absorber ou tuer, liquider Congo Airways, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison du tout. À certains, je souhaiterais même qu'ils aient la patience d'ignorer, qu'ils voient comment le Congo va sortir de ces carcans, notamment de la liste noire. Parce qu'au fait, notre pays demeure encore ce trou noir qui ne fait pas en sorte que l'épanouissement de l'aviation civile se fasse avec beaucoup plus d'harmonie. C'est à nous de trouver des solutions quant à ce, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a plu au président de la République de me nommer ministre des Transports, parce que j'ai connaissance de ce secteur et je voudrais bien servir l'État pour sortir de cette sorte, permettez-moi l'expression, de médiocrité. Il y a beaucoup à faire dans le secteur aérien. Enfin, je ne voudrais pas rester cloîtré dans le secteur aérien tout court, parce qu'au fait, le ministère des Transports, il y a aussi d'autres secteurs. On va en parler tout à l'heure. Maritime, lacustre, on va en parler tout à l'heure, monsieur le ministre. Mais restons pour la dernière fois, parlons de cette société Air Congo. À quand l'opérationnalité de cette nouvelle société? C'est plus qu'urgent. Vous savez, certaines décisions audacieuses que le gouvernement de la République prend en faveur du peuple congolais risquent d'être travesties si et seulement si nous ne prenons pas de précautions ou de mesures d'encadrement idoines. Je pense ici notamment à cette décision de réduction du tarif de billets d'avion. Cela a été une opération très salutaire, audacieuse du gouvernement. Mais qui a échoué. Mais alors, elle n'a pas échoué. Et c'est pour cela que vous devez soutenir cette approche stratégique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Avec cette mesure qui est totalement populaire, soutenue ou impulsée par le président de la République lui-même, il y a eu l'offre qui est, la demande en transport aérien qui s'est accrue de manière exponentielle. Le Congolais se retrouve aujourd'hui en mesure, malgré son revenu qui reste encore mitigé, en mesure de prendre son avion et de se déplacer de manière décente. Le taux de remplissage des aéronefs a
crevé le plafond à environ 95%. Ce n'est plus un luxe. Ce n'est plus un luxe de prendre l'avion aujourd'hui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous en prie. Laissez-moi évoluer dans la démonstration de cette impérieuse nécessité de trouver des solutions par rapport à l'offre. Parce qu'en fait, la demande, elle est exponentielle aujourd'hui. Mais combien d'opérateurs aériens viables, costauds, avons-nous en République démocratique du Congo? Combien en avons-nous? Bon, si vous connaissez un, vous pouvez me le citer. Donc, il y a un vide qu'il faut combler. Et les opérations économiques et commerciales ont horreur du vide. Sinon, vous allez tourner en dérision la décision salutaire du gouvernement de la République par rapport à cette réduction de tarifs. Nous devons donc, nous, en tant que ministres, nous avons l'obligation non de nous plaindre, mais de trouver des solutions qui s'imposent. Air Congo est parmi les solutions qui pourront nous amener à relever ce défi, tant dans le réseau domestique que dans le réseau régional en Afrique et international. C'est une ambition, malheureusement, je ne sais pas aller trop loin avec cela, qui pourra nous permettre de déjouer même ce piège du néocolonialisme. Ce n'est pas l'expression que je trouve heureuse dans le cas d'espèce, mais pour que nous puissions aussi faire valoir nos droits de trafic. Je vous ai dit ici, nous avons plus de 52 accords aériens. Si vous voyez des compagnies aériennes étrangères, je ne vais pas citer, qui viennent chez nous autant de fois. D'autres, c'est tout le jour de la semaine. Et non le contraire. Et non le contraire. Or, dans les cas d'espèce, nous sommes donc défaillants par rapport au principe de la réciprocité. Nous devons aussi, s'il y a une compagnie X qui vient chez nous 5 fois, nous avons le droit d'aller chez eux 5 fois. Alors, comment allons-nous y parvenir si nous n'utilisons pas notre intelligence pour arrêter des stratégies qui pourront nous permettre d'atteindre cet objectif? Monsieur le ministre, vous avez aussi l'ex-ONATRA. Ça s'appelle Société commerciale des transports et des ports. Transport et des ports. Si hier, il y avait des bateaux Lonatra qui naviguaient sur le fleuve Congo et ses affluents, ça faisait la fierté des Congolais, du Congo profond. Mais aujourd'hui, même ITB Kokolo qui faisait Kinshasa Kisangani, aujourd'hui appartient à l'histoire. Qu'est devenu Lonatra finalement? Canard boiteux, mais enfin, boiteux, c'est encore peu dire, paralytique. Mais ce n'est pas un désespoir. L'effort, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, que je suis en train de déployer, c'est pour redonner de la vitalité à tous ces canards paralytiques. Il faut quoi, acheter des nouveaux bateaux ou réparer? Il faut acheter des nouveaux bateaux ou réparer les bateaux les anciens? Ce n'est pas si simpliste que ça. Toutes les infrastructures de la société commerciale de transport et de port doivent être modernisées, en partant par le chantier naval, en voyant le port, les chemins de fer. Vous parlez ici d'unités flottantes. Ce n'est pas une fin en soi, on peut en avoir. Mais quelles sont les conditions de navigabilité de nos biefs, tant du fleuve qu'au niveau du bief maritime? Le ministre des Transports est préoccupé par toutes ces questions et je pense qu'avec l'ouverture au partenariat public et privé, je suis ici heureux de vous dire que le chef de l'État m'a donné des orientations précises pour que la SNCC, la Société nationale des chemins de fer du Congo, et la SCTP, la Société commerciale de transport et de port, puissent reprendre de la vigueur. Je pense que vous suivez les informations. Nous avons signé dernièrement avec tant de partenaires des conventions dont la mise en œuvre pourra nous permettre de résoudre ce problème. Voyez ce boulevard naturel que Dieu nous a donné. Je parle ici du fleuve Congo, avec tous ses affluents. Un enjeu important du désenclavement de notre territoire. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Ce boulevard est vide, très vide. Je prends l'exemple de la ville-province de Kinshasa, construite à l'époque avec une démographie d'environ 500 000 personnes. Aujourd'hui, nous crevons le plafond avec plus de 17 millions d'habitants. Plus de 17 millions d'habitants. Il faut organiser le transport de masse. Très souvent, lorsque vous voyez
des embouteillages, vous vous posez des questions, mais pourquoi cela? Il y a aussi le taux démographique. Imaginez maintenant que nous relancions ne serait-ce que le trafic fluvial, de Kintsuka jusqu'à Maluku. Ça pourra aussi nous permettre, un temps soit peu, de régler ce problème-là d'embouteillage. Soyez rassurés que le ministre des Transports, voie de communication est à pied d'œuvre. Il est en train de s'évertuer à trouver des solutions concrètes par rapport à cela, mais malheureusement, il n'a pas la baguette magique. Donc, il ne sait pas aujourd'hui faire de la prestidigitation pour créer toutes ces conditions. Il faut travailler. Et en voyant le gouvernement de Warriors, dont je suis fier de faire partie, nous sommes en train de travailler pour trouver des solutions concrètes qui se posent à notre nation. Monsieur le ministre, je salue ce chapelet des bonnes intentions du gouvernement qui passe par votre canal en gérance au ministère, mais il y a beaucoup plus des intentions que des actions concrètes. Regardez, le train qui faisait Kinshasa-Matadi pour le cadre de l'ex-ONATRA, ce train n'existe presque plus. Regardez, le train urbain, à un certain moment qui passait jusqu'à Kintambo Magasin et consorts, ça a disparu. Et même au niveau des rails, il y a des constructions anarchiques. Ce sont de bonnes intentions, nous saluons, mais concrètement. Dans le fond, Blaise, je suis d'accord avec vous. Mais malheureusement, vous constatez simplement qu'il y a un mal sans vous interroger sur l'origine de ce mal. Or, nous, pour trouver des solutions concrètes, efficaces, nous sommes en train aussi de pouvoir disséquer le mal, la racine du mal, pour l'extirper. Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc, c'est question de pédagogie. Et ici, je vous rassure que nous ne sommes pas en train d'égrener un quelconque chapelet de bonnes intentions. Mais au fait, c'est des actions concrètes qui requièrent également votre soutien et votre accompagnement pour que nous arrivions aux résultats escomptés. Vous parlez des spoliations, des constructions anarchiques. Mais qui sont-ils ceux qui ont permis à ce que même les emprises de la voie ferrée soient spoliées? Qui? Quelles sont les responsabilités? Entre nous, parlons bien, parlons mal. Au niveau du gouvernement, nous ne voulons pas la langue de bois. Non, nous voulons que les responsabilités, et c'est cela aussi la redevabilité, que les responsabilités soient établies à tous les niveaux possibles. Parlez maintenant à ceux qui ont spolié, qui continuent d'occuper les emprises de la voie ferrée. Et lorsque le gouvernement va prendre des mesures drastiques de destruction de ces constructions anarchiques, on viendra encore une fois à vous dire, bon, est-ce que. Donc, non, nous allons nous assumer. Le mal est profond, il ne faut pas l'escamoter. Le mal est profond, mais il faut être audacieux. Il faut avoir le courage pour affronter ce mal. Sinon, le Congo restera commis dans ce destin d'insignifiance, pendant que nous avons toutes les potentialités possibles pour pouvoir relever le défi. Et nous avons, cette audace de pouvoir affronter tous ces défis-là. Donc, si vous voyez les emprises ou les chemins de fer à Kinshasa qui n'est pas aujourd'hui réhabilité, restauré, nous n'allons pas nous justifier pour fuir les responsabilités, mais nous devons quand même avoir l'honnêteté de reconnaître que ce n'est pas du fait de notre gouvernement. Et par rapport à Kinshasa, il y a un partenariat avec l'hôtel de ville. J'ai parlé longuement de ce projet-là avec le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, et la Société commerciale de transport et de port, pour lancer Metrokin à Kinshasa. Nous devons innover dans ce pays. Le train urbain. Le train urbain. Un projet qui prévoit environ 300 km de voies ferrées dans la ville de Kinshasa, avec des interconnexions qui pourront nous permettre également de vaincre cette problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous n'avons pas une baguette magique pour faire de la magie, mais cela demande du travail. Donc, il y a un chemin à parcourir. Monsieur le ministre, vous gérez un méga ministère, je l'ai dit au début de notre intervention. Dans quel état vous gérez ces accidents qui se produisent à répétition, qui se produisent en République démocratique du Congo, crash aérien par-ci, déraillement de train par-là, accidents de circulation et autres? Dans quel état vous gérez ça? Je dois être sincère avec vous, dans un état de cauchemar. Imaginez-vous que le ministre soit déjà dans son lit, mais on l'appelle pour lui dire qu'il y a eu
déraillement à l'Oboudi. Il y a eu crash. Il y a eu naufrage. Il y a eu... Enfin, c'est un état de cauchemar. C'est un état de cauchemar et je suis en train de vraiment de me débattre pour régler toutes ces difficultés. Vous avez parlé de méga-ministères. Ben oui, en termes de nombre, en termes d'envergure, mais c'est aussi des problèmes. C'est aussi des problèmes qui ont été entretenus pendant 3 décennies. Mais Antoine de Saint-Exupéry disait « L'homme se découvre devant un obstacle ». Je suis nanti de cette audace-là et je vous dirais que ce ne sont pas ces difficultés qui intimident le ministre des Transports. Je suis en train d'y faire face, même si par ailleurs, dans certains sous-secteurs, il y a de la résistance de ceux qui entretiennent la même précarité. Mais je suis très bien renforcé par le chef de l'État pour affronter ces difficultés-là. Monsieur le ministre, nous tendons vers la fin de cette émission. Rédévabilité des ministres face à la presse, c'est un exercice quelque peu difficile. Heureusement que vous avez les capacités de vous exprimer avec aussi de faciliter la maîtrise des dossiers. Merci, c'est un atout majeur. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous n'aviez pas fait et ce que vous allez faire dans les jours à venir afin de rassurer quand même cette population congolaise qui est un peu plongée dans le désespoir? Ce que je n'ai pas encore fait, c'est la réforme de l'administration de transport. Il faut absolument le faire parce que là aussi, il y a beaucoup de difficultés qui ne permettent pas à ce méga-ministère de pouvoir s'affirmer en tant que tel. Réforme sur le plan aussi de la mobilisation de recettes. Ce méga-ministère a aussi beaucoup d'actes générateurs de recettes qui pourront permettre de conforter le trésor public. Certains titres se donnent sous les arbres, c'est peut-être quelque part en de l'eau et tout. Et cela m'inspire vraiment cette nécessité de pouvoir faire la réforme. Je veux le faire. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Je n'ai pas encore réussi de faire. C'est la préparation de du secteur aérien pour se conformer aux exigences de l'autorité de l'aviation civile internationale. Il y a de normes. L'OACI. La sécurité aérienne et la sûreté de l'aviation civile sont des grands défis qu'il faut absolument relever. Je suis en train de m'atteler de le faire. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? C'est aussi la réforme dans le chemin de fer. Le chemin de fer, aujourd'hui, nous avons un réseau qui est désuet, délabré. Vous voyez quelque part dans le Lualaba, les accidents, les déraillements ne font que se succéder. Ici, la voie ferrée Kinshasa-Matadi, défectueuse. Rappelez-vous qu'à Lufutoto, j'étais obligé d'aller voir le culbutement d'une locomotive et obligé, malgré moi, d'extraire des corps inertes. Donc, nos compatriotes décédés là, ça fait extrêmement mal. Et ça me donne cette rage de pouvoir faire quelque chose dans ce domaine. Le domaine aussi portuaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous voyez tous ces naufrages-là. Je dois réglementer tout cela. Il y a aussi cette voie ferrée qui a disparu, hein, qui allait de Aketi en passant par Bouta. Ouais, et chemin de fer de Zouélé. Oui, ce qui a disparu. Dans mon plan de désenclavement, ce chemin de fer est prévu. Et là, peut-être que ne voyons pas tout dans un manichéisme destructeur ou dans un prisme négatif. Il y a dans mon plan stratégique de désenclavement des options comme le partenariat public-privé qui pourront nous permettre d'ouvrir toutes ces possibilités et avoir de partenaires qui pourront évoluer avec nous pour la réhabilitation et la modernisation des chemins de fer, de nos aéroports, de nos ports et j'en passe. Donc l'ambition y est. Monsieur le ministre, nous allons terminer. Quelles sont les actions que vous aviez menées, qui vous ont plu depuis votre arrivée à la tête du ministère des Transports, voie des communications et des enclavements? Il y en a beaucoup. Vous savez quelques-unes. Toujours dans la visibilité. Je pourrais vous inviter. D'ailleurs, la collaboration de la RTNC m'est acquise et je vous dis merci. Merci à la RTNC. Merci. Depuis que nous sommes là, c'est chaque semaine
qu'il y a la semaine du ministre pour informer les compatriotes des efforts qui sont déployés au ministère du Transport et Voies de Communication. En tout cas, les actions sont légion. Il y a aussi, pour toujours redevabilité, cet autre outil de communication. Dans les réseaux sociaux, le ministre répond. Je donne l'occasion à tous les compatriotes de poser leurs préoccupations par rapport à la gestion du ministère. Et ce n'est pas simplement de préoccupations. Même ceux qui ont des suggestions, cette interaction pourra me permettre aussi de mieux éclairer la démarche du ministère. Donc, il y a beaucoup d'actions. Beaucoup de mémoire. Je peux vous citer un autre exemple de la Metelsat, notre agence de météoroprotection. Dans quel état nous avons trouvé Metelsat? Mais aujourd'hui, vous avez des bulletins météorologiques qui sont en train d'être publiés. Je dis encore merci au chef du gouvernement parce que hier, il y a eu adoption d'un cadre national des services météorologiques qui va nous permettre, encore une fois, de relever beaucoup de défis dans ce cadre-là. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je peux encore dire? Vous savez comment le transport au Congo se trouvait, cet établissement public? J'ai essuyé beaucoup de grèves, vous savez. Et je remercie. Aujourd'hui, il y a une accalmie. Il y a l'accalmie. C'est parce que j'ai proposé un schéma qui conforte la justice sociale, donc pour les travailleurs, et aussi la nécessité d'une bonne gestion qui puisse commettre Transco un avenir de sa vocation. Sa vocation, ce n'est pas de rester à Kinshasa. Transco a une vocation nationale. Et sous l'impulsion du chef de l'État, nous avons commencé à Nitouri. Nous avons aussi répercuté l'expérience à l'Équateur, à Mbandaka. Au Touélé aussi. Voilà. Et puis, ça va se poursuivre. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci de s'être livré à cet exercice de redevabilité des ministres face à la presse. C'est grand été pour nous le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est ici même où est passé le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui a donné le go, l'an 1 du gouvernement. Merci d'être venu. Les portes vous seront grandement ouvertes dans les jours à venir pour venir parler de votre secteur. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits.